Bonjour à tous, c'est Marco et dans cette vidéo, je vais partager avec vous une interview que j'ai faite avec Maxime Palin, qui est le cofondateur de la plateforme Raisers. C'est une plateforme de crowdfunding immobilier dont je parle souvent sur mon site. Aussi, j'ai fait une vidéo récemment d'ailleurs à propos de la plateforme sur cette chaîne. Donc, je voulais vraiment faire une interview avec eux pour en savoir plus sur la plateforme. Et donc, c'est vraiment super que j'ai pu faire cette interview avec Maxime et que je puisse partager ça avec vous sur cette chaîne. Donc, on a parlé de plusieurs sujets autour de la plateforme. Bien sûr, de la plateforme en elle-même, aussi par exemple de comment ils choisissent les projets qu'ils mettent sur la plateforme. Donc, on a vraiment parlé beaucoup de ça. Et aussi à la fin, il partage dans l'interview sa vision, un peu ce qu'il pense du futur du crowdfunding immobilier. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'était vraiment très intéressant pour moi de faire cette interview. Et sans plus tarder, voici l'interview que j'ai faite avec Maxime Palin, le cofondateur de Raisers. Donc oui, encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation. Pour commencer, est-ce que vous pouvez juste vous présenter et aussi présenter votre société Raisers? Bien sûr. Moi je suis Maxime Palin, je suis le cofondateur de la plateforme d'investissement Raisers, qui est une plateforme de crowdfunding immobilier. Donc simplement, en fait, on va permettre à des investisseurs, qui soient particuliers ou professionnels, des conseillers en gestion de patrimoine, des banques privées ou des tiers gérants, c'est le nom dans d'autres pays d'investisseurs, d'investir en prêtant donc à des promoteurs immobiliers, ce qui va leur permettre à eux, ces promoteurs, de développer leur activité. Alors ça peut être construire un immeuble ou acheter un immeuble pour le remettre en état et aux normes, et ensuite le revendre lot par lot ou en bloc. Donc Ok, généralement, en fait, parfait. c'est des prêts d'à peu près 24 mois, Ouais. avec un taux d'intérêt de l'ordre de 10% par an. Et en fait, c'est relativement simple. Donc l'investisseur prête pendant cette période de temps et a un retour annuel de l'ordre de 9 et quelques pourcents si on se base sur l'historique des performances de Reserves. Mhm. Donc, de- j'aime bien parler sur mon site, c'est en quoi le crowdfunding immobilier est meilleur ou alors au moins différent que des méthodes plus classiques d'investir dans l'immobilier par exemple, ou aussi d'autres investissements comme la bourse. Donc, quel est votre avis sur ça? Alors en fait, je ne sais pas si on peut dire meilleur. En fait, c'est une classe d'actifs. Le crowdfunding immobilier, c'est un investissement comme d'autres, avec un certain rendement qui est, qui est- qui est plutôt important par rapport à d'autres, mais aussi inférieur par rapport encore à d'autres. Donc en fait, le rendement normalement reflète le risque. La bourse, c'est un métier en fait à part entière, parce que ça demande des compétences très particulières, un suivi extrêmement pointu. Nous, on se propose avec Reserves d'analyser de fond en comble en fait les dossiers de nos promoteurs, c'est-à-dire qu'on va analyser les structures des promoteurs, l'historique des promoteurs, on va faire une analyse réputationnelle de chaque promoteur, on va analyser aussi l'opération, on va analyser le prix de l'opération, est-ce que ça va effectivement sortir à ce prix-là. Il y aura des analyses juridiques, des analyses financières qui vont être réalisées par Reserves, de manière à ce qu'on puisse ensuite présenter à nos investisseurs un dossier qui nous paraît Mm. sain et bon pour investir dedans. Euh, donc nous, on se propose de faire ce travail-là pour les investisseurs et pour essayer de protéger au maximum l'argent ou le capital qui est investi. Et par rapport à d'autres investissements immobiliers, c'est aussi une question de temps passé sur notre plateforme. Du coup, vu qu'on fait ce travail, eh bien, le temps passé est relativement court. Alors que si vous achetez un appartement, par exemple, pour le louer, Ouais. vous aurez un rendement sur cet appartement, mais vous allez chercher pendant des mois, signer vos compromis, signer une date Mhm. de réitération avec un acte authentique. Ensuite, vous allez devoir vous en occuper, peut-être faire des travaux vous-même, trouver un locataire, peut-être un risque d'impayé ou pas à une certaine période de la vie de l'immeuble. En fait, voilà, c'est quelque chose qui va vous prendre du temps. Là, c'est un investissement où nous, on a décidé de faire le travail pour le compte de nos investisseurs. Après, ça reste une classe d'actifs. On ne met pas tout son argent, ou même pas la moitié de son argent, ou une part significative de son argant, dans
des produits de crowdfunding, par exemple. On met une part qui est une part du patrimoine, voilà, pas trop non plus. Si on veut mettre une très grosse part de patrimoine, effectivement, peut-être le mettre plutôt dans l'immobilier qu'on va pouvoir acheter ou via aussi peut-être des fonds immobiliers ou qui vont présenter une classe de risque différente. Voilà. Ça dépend aussi de l'âge des gens. Il y a des produits qui sont plus adaptés à des personnes qui vont être en pré-retraite ou à la retraite, d'autres plus adaptés à des gens qui vont vouloir dynamiser un portefeuille parce qu'ils ont 25 ans, ils commencent à avoir leurs premières économies de côté et ils vont peut-être vouloir faire des choses très agressives ou plutôt moins en fait, ça dépend aussi des profils de chacun. Ok, parfait. Et maintenant, une question peut-être plus en particulier sur Razors. Il y a beaucoup de plateformes, comme vous le savez, de crowdfunding immobilier en Oui. Europe notamment. Euh, En quoi Razors est différent ou meilleur que Alors, ces autres plateformes qui sont là? ouais, ça c'est hyper important. En Mhm. fait, il va falloir regarder déjà les agréments. Il y a des agréments qui sont délivrés par des autorités de marché Mhm. qui, euh, qui, qui- qui sont franchement bons, en fait, je trouve. Très contraignants pour nous, mais bons et utiles. Pourquoi? Parce que ça sécurise réellement l'investisseur. En fait, le focus de l'agrément, notamment de l'AMF, de l'Autorité des marchés financiers en France, c'est Mhm. vraiment un focus pour la protection de l'investisseur. Et il y a d'autres choses, hein. Il y a contre le financement du terrorisme et du blanchiment d'argent. Mais vraiment, le cœur et l'essence du truc, c'est de protéger l'investisseur, en tout cas de s'assurer qu'il sache exactement ce qu'il fait quand il investit. Vous voyez. Ouais. Donc, il faut s'assurer que les plateformes sur lesquelles on investisse soient agréées dans les pays où elles opèrent. Ça, c'est la base. Comme ça, c'est déjà un tampon, une validation très importante de la qualité et du sérieux de la plateforme. La deuxième chose, c'est les statistiques. En France, c'est une obligation, vous devez publier vos statistiques, vos taux de défaut, vos taux de Mhm. retard. Et Mhm. c'est bien parce que tout le monde doit le publier de la même manière. Donc c'est très lisible pour l'investisseur. Donc c'est ce qu'il faut regarder. Combien de retard? Donc vous avez les retards de 0 à 6 mois, qui généralement entre les plateformes oscillent entre 5 et beaucoup, on va dire. C'est normal parce que dans l'immobilier, il y a des problématiques de livraison en ce moment qui sont dues un peu à la suite du Covid où les stocks ont été vidés très vite d'un coup. Bon, il y a des retards structurels de 2 3 mois, etc. Et ensuite, vous avez une autre classe qui va être les retards de plus de 6 mois. Ça, c'est important parce que plus de 6 mois, ça commence à faire. Ça ne veut pas dire que le dossier ne va pas fonctionner, hein. Il faut Mhm. regarder les garanties qu'il y a aussi. Mais bon, c'est un indicateur important. Et ensuite, il y a le défaut total, c'est-à-dire la perte effective d'argent. Donc ça, c'est important aussi. On remarque en France, sur notre métier, on va dire sur les 10 premières plateformes, nous, on doit être à peu près la troisième, en termes de volume de montant levé, le taux de défaut est, euh, enfin chacun voit midi à sa porte, mais relativement faible. Il est de l'ordre de 0, quelque chose. D'accord. Pour un taux moyen payé à l'investisseur de l'ordre de 8,5. Donc vous voyez, la différence est Ouais. importante. Mhm. Cela dit, Mhm. ça n'empêche pas des plateformes de moins bien analyser ou de faire une sélection un peu différente. Voilà, donc regardez vraiment ces statistiques, ça c'est une deuxième clé. Ensuite, ce qui va nous différencier en plus de ça, parce que ça va être le côté européen. C'est-à-dire qu'on a ouvert Razors dans deux pays en même temps, qui sont la France et la Suisse, à Mhm. 15 jours d'écart au tout début. Ce qui nous a, parce qu'en fait, l'idée était de proposer à des investisseurs, quelle que soit sa nationalité, d'investir dans des dossiers dans son pays ou dans un pays autre, parce que c'est une bonne opportunité aussi. Ouais. Donc un Français peut investir en France, en Suisse, aujourd'hui peut aussi investir au Luxembourg, en Belgique, et demain il va pouvoir investir dans 3 autres pays, a priori en 2022 et début 2023, Ok. Ok. parce qu'il y a un nouvel agrément européen qui va arriver, Mhm. qui vient de passer en France. On va, comme beaucoup d'autres plateformes, demander cet agrément. Et en Mhm. fait, c'est ce qu'on appelle un agrément qui va être post-portable. Donc avec, grosso modo, on va pouvoir ouvrir d'autres pays très facilement grâce à cet agrément européen, justement. Donc ça va permettre justement à un Français de pouvoir investir dans 3 4 5 10 pays sur la même plateforme. Voilà. Donc avec les mêmes compétences.
peut-être des taux différents, en revanche, en fonction des pays. Et c'est ça qu'on a voulu faire avec Razors. Et je pense qu'on est une des plateformes pionnières dans le côté un peu multi-pays. Ok, super, super, super. On va discuter plus vers la fin de l'interview à propos des plans dans le futur. Euh, pour l'instant, on va passer à quelques questions qui reviennent souvent dans les gens qui me suivent sur Internet. La première qui revient tout le temps, c'est que si on prend l'immobilier classique, il y a vraiment toute une sorte de rituel, si on veut quasiment, dans le processus. C'est-à-dire on va à l'agence immobilière, ensuite on va à la banque, chez le notaire. C'est plein de choses assez structurées, officielles, on va dire, qui sont aussi là pour rassurer, on va dire, l'acheteur et le vendeur d'ailleurs. Dans le crowdfunding immobilier, il y a beaucoup de gens qui se disent quelles sont vraiment les garanties d'investir dans des vrais projets en fait. Parce qu'on voit Ah sur oui, le alors site ça c'est la clé les belles, aussi, c'est vraiment les très belles très photos, important. tout ça. Exactement. Alors, vous avez déjà parlé de la régulation, de l'AMF, etc. Mais si tu pouvais dire de plus sur les gens qui se posent la question en fait. Absolument. Alors, effectivement, la régulation, c'est une chose, mais est-ce que l'argent va vraiment dans le Ouais. dossier qu'on a présenté? Ça, c'est vraiment. C'est pas pour autant, d'ailleurs, que si le dossier va dans un autre dossier, pardon, l'argent va dans un autre dossier, que le projet ne sera pas remboursé, mais c'est pas la promesse. Alors, nous, chez Razors, on se tient à ça, c'est-à-dire qu'on finance dossier par dossier, immeuble par immeuble. Vraiment, c'est toujours très ciblé. Et ça fait partie de nos contrats obligataires, qui sont des contrats assez contraignants, hein, d'une certaine manière, quand même, pour les opérateurs, euh, qui ont des clauses de remboursement anticipées, déjà, si l'argent ne va pas dans le dossier. Mhm. C'est-à-dire qu'il sert à financer autre chose. Sauf Mhm. si c'est défini dès le départ et on le présente aux investisseurs en disant ça va financer une partie de ça, une partie de ça. Donc voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, chez Razors, on va prendre tout un tas de garanties qu'on peut différencier en deux, notamment les sûretés réelles. Les sûretés réelles, c'est-à-dire les sûretés sur l'actif. Donc je finance un actif et je vais prendre une hypothèque sur l'actif. Une hypothèque, c'est ce qui va me donner le droit, en fait, à être remboursé en premier s'il y a une vente de l'actif. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'en fait, si j'ai l'hypothèque sur l'actif, d'accord? C'est-à-dire que moi, quand je vais envoyer l'argent au promoteur, le promoteur ne l'aura jamais sur son compte. L'argent va arriver chez le notaire, le Mhm. notaire va envoyer l'argent au vendeur. Donc le promoteur, il est là. En revanche, il en devient propriétaire contre une dette. D'accord? Au moment où il va vendre le bien, l'argent ira chez le notaire, et le notaire va dire Mhm. qui est en hypothèque de premier rang, les investisseurs de chez Razors, je leur renvoie Mhm. l'argent. Donc déjà, Ouais. on a la garantie que l'argent, le promoteur, il n'y touche pas. Ouais. Mhm. Ça lui permet juste d'être propriétaire, puis propriétaire. Vous voyez? Et Mhm. l'argent est fléché chez moi. Et ça, on prend cette garantie-là, je dirais, sur plus de 50% des opérations qu'on présente chez Razors. Donc ça, c'est la garantie ultime. C'est-à-dire qu'on est au registre foncier. Que ce soit en Ouais. Suisse, en France, en Belgique, au Luxembourg, on prend des garanties hypothécaires. Qui peuvent être en premier ou en deuxième rang d'ailleurs, s'il y a une banque. L'avantage d'être aussi en deuxième rang, c'est que souvent, il y a un petit peu moins. C'est-à-dire que la banque va prêter une certaine somme. Moi, je serai remboursé après parce que la banque va être en premier rang. Mais ma garantie, c'est que l'argent soit encore une fois de plus fléché chez moi. C'est-à-dire qu'une fois de plus, le promoteur ne va pas forcément toucher l'argent et pouvoir faire des virements. Mhm. Il l'aura pas. Ensuite, on prend une autre garantie que j'aime bien, ce qui est une fiducie sûreté. Alors ça, c'est une garantie extrêmement forte. C'est-à-dire que on va prendre la société qui détient l'actif, Mhm. elle va être donnée d'une certaine manière, donc il va y avoir un transfert de propriété chez un tiers, qui en a un avocat fiduciaire, c'est un agrément spécifique. C'est ni chez moi, ni chez le promoteur. C'est un tiers qui détient la société. S'il y a un retard de paiement, d'accord, la société nous appartient déjà. Donc l'actif Mhm. sera vendu et on le récupère. Ok. Si le promoteur rembourse, l'avocat fiduciaire rend la société à la personne. Vous voyez? Donc là, on s'assure également que, évidemment, on finance cette opération. Il ne peut rien faire, Tout en à fait. fait. La Ouais. société n'est plus à lui, en revanche, il la gère toujours. Ouais. On fait Ok. aussi une garantie qu'on aime beaucoup, ce qu'on appelle un réméré. Un réméré, c'est l'équivalent de faire une vente avec une faculté de rachat. C'est-à-dire que là, vous êtes promoteur, vous avez besoin de liquidité pour une autre opération. Là, vous allez me vendre un bien
à un prix qui va être décoté de l'ordre de 50 à 60% de son vrai prix. D'accord? Et vous avez 2 ans pour le racheter, à ce prix-là. Donc la sûreté réelle, elle est énorme, parce que là, je détiens complètement l'actif. Je n'ai même pas activé quoi que ce soit. Et s'il ne me rembourse pas au bout de 2 ans, ça m'appartient. Je le revends au prix de marché ou peut-être un petit peu en dessous. Mais vu que je l'ai acheté à 50 ou 60%, on est plutôt bien garanti. Également, on va prendre d'autres sûretés qui sont moins des sûretés réelles. Donc ça va être des cautions personnelles qu'on va prendre chez le notaire. Pourquoi chez le notaire? Parce que ça permet de l'activer très vite. Et ça, bon, ça dépend du patrimoine de la personne. Donc elle est plus ou moins couverte, on va dire. Mais disons que chez un entrepreneur, si vous activez la caution personnelle, ça va être difficile après de continuer son travail. Donc en fait, c'est un petit peu une punition. On l'a jamais fait. En fait, à vrai dire, on n'a jamais eu besoin de le faire aujourd'hui. Donc voilà, on a toutes nos procédures qui sont prêtes au cas où, qu'on a montées et rédigées avec des cabinets d'avocats très spécialisés dans le recouvrement, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu l'utiliser sur à peu près 200 opérations. Voilà. Donc bon, on verra. Alors, et après, il y a d'autres types de garanties. Des garanties à première demande, qui est une caution de société, c'est-à-dire qu'on va financer la société qui porte l'actif. Et j'ai une caution sur la holding du promoteur. C'est-à-dire que j'ai la garantie sur la société qu'on finance. Et puis si ça va mal ici, je vais aller chercher celle du dessus. Pareil, on n'a jamais eu à la déclencher alors qu'on en prend sur chacune des opérations qu'on finance quasiment. Ok, super. Voilà. C'était d'ailleurs une question aussi de mon audience sur justement les garanties. Je trouve que vous avez très bien répondu. Voilà. En fait, c'est très lié la garantie et Bien sûr. la certitude que l'argent aille dans le projet. Donc si on a des sûretés réelles, la garantie, la sûreté, c'est le dossier. Donc là, on est bon. Et puis il n'a même pas le choix parce que l'argent, il ne le touche pas forcément ou pas en totalité. Et puis après, on demande aussi tous les 3 mois d'avoir ce qu'on appelle le suivi post-collect. C'est des informations sur chacune des opérations. Les opérateurs jouent le jeu la plupart du temps. De temps en temps, quand ils ne jouent pas le jeu, on a des solutions de recouvrement aussi, ou des pénalités qui sont très contraignantes pour les opérateurs qui ne voudraient pas communiquer. Voilà. Mais ça arrive, mais c'est pas commun. Donc voilà, on a les photos des travaux. Vous voyez, on a financé une dizaine d'opérations à La Réunion, par exemple. Et là, j'ai un analyste de Reserves à Paris qui va faire le tour de toutes les opérations qu'on a financées à La Réunion, prendre des photos, faire le retour pour les investisseurs, ce qui est hyper important en fait. Donc quand vous avez investi chez un entrepreneur, c'est quand même, en fait, c'est assez sympa de voir que vous avez investi dans quelque chose qui est construit, qui va être vendu à des gens. Et c'est aussi ça le côté du crowdfunding. Et aussi pour ça d'ailleurs qu'en fait, le rendement est important. Parce qu'il n'y a plus d'intermédiaires, ou il y a beaucoup moins d'intermédiaires. Parce que la réalité, c'est que des rendements à 10%, dans les banques, il y en a. Mais en fait, avec tous les intermédiaires que vous pouvez avoir, il vous en reste 4 ou 5 en fait. Mais nous, vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire, le seul intermédiaire, c'est Reserves. Du coup, on peut rétribuer la totalité du taux d'intérêt. Et derrière nous, d'ailleurs, c'est l'opérateur qui nous rémunère, c'est pas l'investisseur. Ok, parfait. La prochaine question, c'était plus sur comment vous choisissez les projets que vous mettez sur la plateforme. Donc pourquoi ce projet-là et pas un autre? Quels sont en gros les critères? J'imagine qu'il y en a beaucoup, mais en gros les critères que vous utilisez pour choisir les projets. Alors il y a 2 grands types de projets. Déjà, c'est la promotion pure, c'est-à-dire que je vais acheter un terrain, construire un immeuble, le revendre. Donc ça, c'est très souvent soumis à un permis de construire et souvent accompagné d'une dette bancaire. Pas tout le temps, mais souvent. Et c'est vendu en VFA, la plupart du temps. C'est vente en l'état futur d'achèvement. C'est-à-dire que les investisseurs, les acheteurs des appartements vont acheter et payer au fil de l'eau, au fil de la construction, les acomptes jusqu'à arriver à 100% le jour où ils ont la clé. Le deuxième grand type d'actif qu'on va financer, c'est du marchand de biens. C'est-à-dire c'est un opérateur immobilier qui va acheter un immeuble, le rénover et le revendre, grosso modo. Il est moins souvent accompagné par une banque, parce que c'est souvent des opérations qui se passent plus rapidement. C'est des dossiers qui intéressent peut-être un peu moins les banques. Et souvent, quand une opération est bonne, c'est-à-dire que l'immeuble est bien acheté, on va dire,
il y a beaucoup de gens qui le veulent, donc il faut signer sans condition et faire l'opération assez vite. Et nous, on a une réactivité qui est assez importante. En un mois, on est capable de délivrer des sommes importantes d'argent pour les opérateurs, ce qui est la clé, hein. C'est le temps, c'est pas tellement le taux en réalité, c'est plutôt quand est-ce que j'ai l'argent. Ouais. Ce que peuvent pas faire forcément les grandes institutions, c'est une question d'agilité. Euh, et donc voilà, donc on va financer ces deux grands types d'opérations. Et on va les choisir de la manière suivante. Il y a des critères qui sont très importants. La première, ça va être l'expérience du promoteur. S'il y a zéro expérience, normalement, on n'y va pas. Je dis normalement parce qu'en fait, je parle d'expérience en propre. C'est-à-dire, je suis promoteur et j'ai jamais fait d'opération en propre. Mais j'ai travaillé pendant 30 ans dans le groupe Vinci à faire de la construction et chef de chantier. Et l'opération que je vous présente, je mets beaucoup de fonds propres. Et l'opération que je vous présente, elle est 100% prévendue. Bon. Et elle est en plein centre de Lyon. Bon, c'est pas mal, en fait. Oui, c'est liquide, c'est vendu, il y a de la grande expérience sur la... Donc, en fait, c'est jamais forcément deal breaker tout de suite, mais ça fait partie des critères fondamentaux. Voilà. Là, il n'a pas d'expérience en propre, mais bon, il a 30 ans d'expérience dans la construction. Donc, l'expérience est fondamentale. Ensuite, on va faire... est-ce que l'opération est rentable, tout simplement. Si elle n'est pas rentable, ben, on ferme le livre, hein, terminé. Bon, c'est rare, mais ça arrive qu'on ait des présentations d'opérations qui sont, en fait, elles sont rentables sur le papier, mais quand on refait les calculs, on se rend compte que, avec nos chiffres à nous, on se rend compte que ça n'est pas forcément ou pas assez. Ensuite, vous avez les fonds propres qui sont apportés par l'opérateur. Il n'est pas concevable pour nous qu'un opérateur, quel qu'il soit, quelle que soit son expérience, n'investisse pas un minimum d'argent dans l'opération. Oui. Donc, en fonction de l'expérience, de la commercialisation, parce que la pré-commercialisation, c'est une énorme garantie pour nous, parce que si c'est pré-commercialisé à 70%, finalement, vous dites que l'étude du prix, elle est un petit peu faite. Vous avez 30 appartements qui sont déjà vendus au prix annoncé, et vous avez les contrats. Bon, vous voyez, donc, ça, voilà. Donc, on peut demander un petit peu moins de fonds propres dans ces cas-là, par exemple. Voilà. Mais en tout cas, il y aura toujours besoin d'un minimum de fonds propres qui vont aller entre 5 et 30% de l'opération, généralement. Ça dépend vraiment de la typologie. La localisation et le pricing de l'opération sont très importantes. Est-ce que c'est des opérations qui sont liquides? C'est-à-dire que, est-ce que l'opérateur, il peut rester... collé, comme ça qu'on dit, pendant 1 an, 2 ans avant de pouvoir vendre son actif, ou bon, en baissant le prix, il va le vendre. Vous voyez, il y a des régions, il y a des endroits où, regardez, si vous prenez un château, même si vous baissez le prix, vous n'allez pas forcément le vendre. Donc on ne fait pas de château. Voilà, donc ça, c'est des faisceaux qui sont assez fondamentaux. Et la logique aussi. C'est-à-dire, typiquement, il y a des opérations où le promoteur a le temps. C'est-à-dire parce que le compromis est long, parce que c'est... Et il vient nous voir, nous, et on lui dit, mais pourquoi vous n'avez pas cherché une banque devant nous parce que ça va être moins cher? Là, il nous dit, parce que j'aime pas les banques. Bah, c'est pas cohérent. Voilà, c'est moins cher, il faut aller voir les banques. Et nous, on viendra s'il manque un peu. Donc voilà, c'est aussi la cohérence globale. Et je dirais la relation que peut avoir l'organisation de l'opérateur. C'est un critère pour nous de notation. Est-ce que ça se passe bien avec le promoteur et celui le commercial en fait chez Razors et surtout l'analyste. Voilà. Ok, super. La dernière question qui vient directement des gens qui me suivent, quand je leur ai demandé, c'est sur le sujet de la réglementation et de la régulation du domaine. Vous avez déjà beaucoup répondu sur le sujet, notamment avec citant l'AMF et aussi cette régulation au niveau européen. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter dans ce domaine-là? Bah, ce que savent pas trop les gens en fait, c'est que les autorités en fait sont très présentes autour des plateformes, vraiment très très présentes. Elles les contrôlent régulièrement, ce qui est une garantie pour les investisseurs, je pense, et les opérateurs également. Les opérateurs, parce qu'en fait, l'argent qu'ils reçoivent a été checké d'une certaine manière. Oui.
C'est pas de l'argent qui peut venir de financements obscurs ou de choses comme ça. Voilà, on a vraiment un très gros travail à faire là-dessus. Nos process sont très régulièrement, en tout cas, ils sont contrôlés par ces autorités de marché, challengés également. Donc voilà, je pense que c'est important pour l'investisseur de savoir que c'est pas un agrément où vous l'avez et puis pendant 20 ans, il se passe rien. Non, non, Ouais. ils sont présents, mais ils sont aussi, je dirais pas qu'ils nous accompagnent, mais ils sont là pour faire en sorte que nos métiers soient mieux encadrés et de manière à ce que les plateformes soient d'une certaine manière plus performantes à la fin. Vous voyez? Hmm. Je vois, Parce je qu'il n'y vois. a pas de scandale sur le crowdfunding immobilier. C'est en partie parce qu'on a des réglementations. Hmm. C'est en D'accord. partie parce que Ouais, des gens qui voudraient faire un mauvais travail ne peuvent pas le faire. tout à C'est fait. pas possible. Enfin, moi, je ne saurais pas même pas comment on peut faire. Vous Ouais, voyez? je vois. Ouais, ouais. Ok, parfait. Maintenant, on va plus passer à parler un peu du futur, et pour commencer du domaine du crowdfunding immobilier en général, donc pas vraiment, pas spécifique à Reserves, Oui. mais voilà, comment vous voyez évoluer le domaine dans les années à venir, et juste peut-être pour un peu guider la question, notamment, beaucoup de gens demandent à propos des rendements en fait. Est-ce que par exemple, dans le prêt particulier, qui est un peu, pas pareil, mais similaire, on va dire, Mhm. les rendements ont tendance à chuter au fur et à mesure des années. Est-ce que vous voyez la même chose dans le crowdfunding immobilier ou à peu près les mêmes rendements dans les années à venir? Qu'est-ce que vous pensez de Alors, ça? alors l'évolution du marché, alors c'est marrant parce il allait très vite au début, Mhm. il doublait. Il a un peu moins de doublé l'année d'avant, de 2019 à 2020. Et de 2020 à 2021, il a redoublé encore. Vous voyez? Donc, pour arriver à peu près à 1 milliard en France, un petit peu moins. Ok. Et en fait, ce qui est important, c'est que le crowdfunding immobilier devient une vraie classe d'actifs. C'est un vrai investissement maintenant, Ouais. reconnu même par les plus grands acteurs. Et ça, c'est coché, en fait. Et c'est vraiment c'est quelque chose qui n'existait pas en fait en 2014, avant le premier agrément d'ailleurs Mhm. de l'AMF, ou à peine, c'était le balbutiement. Et maintenant, on est devenu une vraie classe d'actifs, vraiment régulée, encadrée, Mhm. avec des process ultra professionnels. Donc, a priori et selon moi, ça va augmenter de manière assez importante. Mhm. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous prenez à Paris 3 pâtés de maison ou 5 pâtés de maison, ça fait 1 milliard. Donc, 1 milliard, c'est beaucoup, mais finalement, c'est Ouais. pas beaucoup. Mhm. Et si vous prenez la totalité des constructions qu'il y a en France, juste en France, c'est pas en Europe, hein, vous vous rendez compte qu'en fait, ça reste pas grand-chose par rapport à la construction. Euh, les banques vont rester. On ne va pas remplacer les banques. Ouais. Ouais. C'est clairement pas l'objet. On n'intervient pas au même niveau que les banques. Les banques sont même des partenaires de temps en temps. Et on va compléter le financement, et ce qui va juste permettre aux promoteurs d'être plus fluides dans leur financement et de les accompagner sur le financement. Donc, pour moi, ça va monter. Et puis à un moment, on arrivera au moment où tous les ans, on fera à peu près le même montant, comme tous les marchés, ça monte. Et puis la courbe, Mhm. elle ne va pas, selon moi, s'affaisser, elle va juste rester relativement stable. Ok. Sur les taux, bah, on l'a dit tout à l'heure, il y a moins de 0% de défauts enregistrés et publiés sur les plateformes. Ouais. Et il y a un rendement de l'ordre de 8,5-9% depuis 5 ans. Donc est-ce que les taux vont rester à ce niveau-là? On peut supposer que ils vont s'affaisser un peu à un moment parce que il y a une grosse distorsion. Vous voyez, normalement le risque c'est censé être un peu bénéficiaire, mais là c'est très très important pour les investisseurs. Alors après les promoteurs, pourquoi ils payent ça? Parce que comme je vous disais, ce qui compte c'est d'avoir l'argent à temps pour faire une opération. Mhm. Parce qu'en fait sur une opération de 10 millions, quand on va financer 1 million, ça va leur coûter sur 2 ans 250 000 euros, vous voyez. Mhm. Mais derrière, grâce à cet argent-là, ils vont faire une plus-value de l'ordre de 1,5 million. Ouais. Ouais. Vous voyez. Mhm. Donc sans Ouais. cet argent-là, s'ils ratent Ouais. l'opération, Ouais. Ouais. payer 10 ou 7, c'est pas le sujet. Hein. Parce Ouais, que bien c'est sûr. une histoire de Tout à fait. quelques dizaines de milliers d'euros, mais en revanche, là, il fait son opération. Vous Ouais. voyez. Et en valeur absolue, c'est pas ça qui lui coûte cher. Donc, ils sont prêts à payer, et je le comprends très bien, les 10%. C'est pas grave, j'ai besoin de l'argent pour le Mhm. 31 mars. Ça en revanche, c'est important. Voilà. Ouais. Donc, Ouais. oui, les taux
peuvent être amenés à baisser au fil de l'eau, parce qu'il y a vraiment une distorsion entre le risque. Voilà, sachant qu'il y a quand même un risque, hein, je dois quand même le préciser. Ce qui s'est passé dans le passé ne se passera pas forcément dans le futur. Et les investisseurs doivent savoir qu'il y a un risque de perte en capital ou de ne pas être payé. C'est très important d'ailleurs d'en avoir conscience. Mais voilà, aujourd'hui, les performances passées sont plutôt pas mauvaises. À voir comment ça se passe dans le futur Ouais. et comment on analyse et comment on sélectionne le dossier, bien sûr. Ok. Toujours en parlant du futur, maintenant, quels sont les projets dont vous pourrez parler, bien sûr, plus spécifiques pour Razers? Vous avez déjà parlé de cette licence européenne, par exemple, ou d'autres pays. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire en termes de projets ou de nouveautés pour le futur? Alors, il y a la licence européenne. Nous, on va postuler pour avoir cet agrément. Et aujourd'hui, rien n'est figé d'une certaine manière, mais on a cette ambition. Vous savez, notre baseline au début de notre premier logo, c'était European Crowdfunding. Ok. Donc l'ambition est toujours là, Ouais. c'est d'être, pas dans tous les pays européens, parce qu'il y a des pays où on n'a pas la logique, pas la culture. L'immobilier, enfin, finalement, c'est pas compliqué, parce que c'est une maison et puis c'est une construction. Mais en fait, quand on rentre dans le détail, ça devient un peu compliqué parce qu'il y a la fiscalité qui s'en mêle, parce que vous avez tout un tas de choses, de millefeuilles administratives dans chacun des pays. Donc il faut quand même avoir un petit peu la même logique, selon moi, dans les pays où on va, parce que sinon, la moindre erreur peut avoir un coût important en fait pour l'investisseur. Donc on va se concentrer sur un certain nombre de pays qui ressemblent un petit peu à la France, la Belgique, le Luxembourg. Mhm. La Suisse, on y Ok. est. C'est vrai que c'est un petit peu différent de ces pays-là. Mais voilà, on y est historiquement d'ailleurs c'est plutôt favorable. Donc voilà, c'est l'ouverture de nouveaux pays, c'est quelque chose d'important pour nous. On a un fonds d'investissement aujourd'hui qui est au Luxembourg, qui est un essai en fait, hein, un petit fonds qui investit sur les opérations au fil de l'eau que l'on Ok. présente, qui a 2 ans maintenant. L'idée c'est peut-être de travailler sur d'autres types de poches comme ça. Voilà, Ok. c'est des idées qui seront peut-être concrétisées ou pas, mais c'est les axes de réflexion que l'on a. Ok. Parfait. Maintenant, juste pour un peu finir cette interview, c'est ce que je demande à toutes les plateformes. C'est, imaginons que quelqu'un regarde cette interview qui a jamais vraiment investi dans le crowdfunding immobilier. Donc peut-être une personne qui a déjà investi dans l'immobilier avant, mais jamais dans le crowdfunding immobilier. Quel serait le conseil ou les quelques conseils que vous donneriez à cette personne pour vraiment se lancer, pour commencer? Alors, le crowdfunding immobilier, encore une fois, hein, c'est du prêt avec un sous-jacent immobilier et souvent, pas tout le temps, une garantie réelle immobilière. Donc Hmm. ça ressemble à l'immobilier, mais c'est un produit très différent. L'immobilier, vous investissez pour plusieurs années, 5 ans minimum, je dirais, d'une certaine manière, mais plutôt 10, peut-être même 20 ans en fait. Là, vous investissez pour quelques mois, 12, 18 mois, 24 mois, comme je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est un investissement court, avec des rendements affichés qui sont plus importants que de l'immobilier classique, on va dire. Euh, mais avec un risque, parce que vous ne contrôlez pas et quelqu'un va le contrôler pour vous, c'est-à-dire que c'est un entrepreneur. Hmm. Il peut rater son opération hein, d'une certaine manière. Voilà. Même si c'est historiquement, encore une fois, c'est pas commun, ça peut arriver. Ouais. Donc si c'est pas commun et qu'il y a beaucoup d'opérations qui sont présentées, par exemple sur Razors, on a en moyenne 2 opérations par mois, parce qu'on a financé à peu près 90 l'année dernière. Voilà. Donc par semaine, pardon, 2 opérations par semaine. Euh, eh bien, vous prenez votre enveloppe, d'accord, euh, quelle qu'elle soit, et vous la divisez par 10. Voilà. Ok. En fait, c'est ça le vrai truc, c'est que selon moi, il ne faut pas investir une somme qui vous paraît importante dans une opération. Mais en Mhm. revanche, si vous investissez dans 10 ou même 20 opérations, en fait, hein, euh, vous allez diluer le risque d'une certaine manière. Donc, s'il y a une opération qui est un peu plus en retard que les autres, eh bien, ce que ça aura de l'importance sur 20 opérations, voilà, c'est un petit peu ça. Et Ok. encore une fois, une opération qui est en retard n'est pas forcément une opération sur laquelle il y a une perte. Et s'il y a une perte, c'est qu'on a une hypothèque, par exemple, elle n'est pas
a priori pas totale non plus, elle est peut-être de X% ou pas. Donc voilà, moi le conseil, c'est vraiment la grande diversification. Vous diversifiez Ok. un maximum. Les plateformes comme les nôtres, vous pouvez investir très très rapidement. Le contenu est très intelligible, je dirais. Vous verrez quand vous serez sur la plateforme, ça va très vite. Il y a beaucoup de tutos, beaucoup de contenus qui vous permettent de comprendre certaines choses. Les hypothèques, les fiducies sûreté, on a des articles sur tout ça. Et puis ça permet de comprendre mieux aussi l'immobilier pour les gens qui sont passionnés comme toi, Marco. Ouais. Donc c'est aussi ça, et de se renseigner, de comprendre dans quoi on investit. Voilà. Ok, super. Merci pour le conseil. Donc juste pour finir, quels sont les meilleurs moyens d'en savoir plus sur Razer et se lancer? Sur Razors, vous avez donc c'est www.razers.com Ouais. Mhm. et en haut à droite, vous avez le blog. Et franchement, allez-y parce que il Ok. n'y a pas énormément d'articles, il y a une cinquantaine d'articles relativement courts et on a essayé de les rédiger de manière à ce que ça soit. Enfin, on aborde des sujets vraiment complexes, mais je pense qu'ils sont assez faciles à comprendre. Et s'ils ne le sont pas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, on refera une repasse dessus. Ça marche. Ok, bah merci encore d'avoir fait cette interview. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette interview que j'ai faite avec Maxime. Si vous avez la moindre question à propos du contenu de l'interview, à propos de Razers ou de l'investissement dans le crowdfunding immobilier en général, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'ai aussi mis des liens juste sous la vidéo. Donc vous avez un lien directement vers Razers si vous voulez vous inscrire par exemple ou juste en savoir plus. J'ai aussi mis un lien vers mon site où il y a mon avis sur Razers que je mets à jour régulièrement avec du nouveau contenu. Donc n'hésitez pas à visiter ces liens. Ceci étant dit, je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.